Et donc, passons sur un sujet vraiment que tu as effleuré déjà, c'est le sujet de l'erreur, la place et le rôle de l'erreur. Et peut-être aussi la place de la vitesse, puisque ça, c'est quelque chose aussi, je me rappelle très bien, en tout cas, j'ai été scolarisée en France et c'était vraiment très important d'aller très vite, de ne pas faire d'erreurs. C'était toujours ça qui était valorisé dans la classe, alors que de nos jours, on commence vraiment à changer de ce côté-là. Donc, quelle est ton expérience et que veux-tu partager à ce sujet? Alors déjà, la vitesse, déjà je vais je vais parler de la vitesse. Je pense qu'on a quand même pas mal progressé à ce sujet. Alors, c'est tout récent, hein, bien entendu. D'ailleurs, ça a pas mal grondé dans les salles des professeurs quand ça a été le cas. Donc en 2015, il y a eu la réforme du collège et donc qui a revu notre système d'enseignement par cycle. Donc là, maintenant, on fonctionne par cycle d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que au collège, je suis positionnée sur deux cycles, le cycle 3 et en plus qui conjugue donc CM1, CM2, école élémentaire et sixième. Mhm. Donc, ce qui entraîne, en tout cas, ce qui demande aux enseignants de travailler aussi avec les collègues du premier degré. Et ensuite, le cycle 4, donc cinquième, quatrième, troisième. Donc là, cette notion de cycle, cette idée de cycle, signifie quelque part que les élèves ont 3 ans pour s'approprier justement des notions et des compétences. Donc, ce qui chamboule complètement notre système d'avant, où il fallait apprendre, voilà, au bout d'une année scolaire, ou même à la fin d'un chapitre, il fallait absolument connaître ça, ça, et on n'y revenait plus. Alors que là, ce système de cycle introduit ce qu'on appelle un apprentissage spiralaire. Donc, on a une même notion qui va être travaillée 3 années de suite, bien entendu de façon crescendo, hein, si les enseignants, bien entendu, estiment que c'est nécessaire à chaque fois de complexifier la notion. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, cette notion est revue par ce système de cycle, est revue à plusieurs reprises. Donc ça, je pense qu'on est revenu largement avec cette réforme de collège, on est revenu largement sur cette idée de vitesse, vite, il faut travailler et on ne travaille qu'une seule fois un point, une notion, une compétence. D'ailleurs, maintenant aussi, on travaille par compétence. La note disparaît hein, peu à peu hein, en France. Hein. Maintenant, donc la compétence est même passée bien devant la note. Donc, et ces compétences sont travaillées aussi de manière transversale. C'est-à-dire qu'une compétence comme moi en histoire-géographie, en géographie, j'ai le repérage dans l'espace, mais cette compétence, elle est vue aussi en EPS avec la course d'orientation. Donc, même en EPS, l'enseignant va évaluer cette même compétence. Donc, finalement, un élève qui ne va pas forcément adhérer à la géographie dans la salle de classe de géographie va peut-être être beaucoup plus réceptif en EPS et va quand même valider, entre guillemets, et acquérir la compétence de repérage dans l'espace. Ouais. Donc aussi, cette compétence, le travail par compétence revoit aussi cette notion de vitesse d'enseignement donc on est voilà, on passe, on a pas mal avancé à ce sujet, en tout cas grâce à la réforme du collège, même si ça a fait grincer des dents, je dois dire, quand ça a été mis en place. On veut des changements, mais on ne veut pas forcément changer. Ben, en tout cas, les changements, il faut les. Quoi. L'éducation nationale impose. Et ensuite, bon, ben, les enseignants, en effet, font le reste. Ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai que ouais, l'éducation nationale est obligée d'imposer parce que c'est difficile de faire bouger quelquefois les lignes. Hein, on est bien d'accord.
En tout cas, oui, ce sont des bons parallèles que je peux faire aussi ici sur un cursus souvent de bac international. C'est aussi basé sur des unités, enfin des séquences en fait, qui sont souvent transdisciplinaires, notamment en élémentaire. Après, c'est un peu plus interdisciplinaire et où on va revoir les notions à travers différents filtres, différents contextes, différents concepts qu'on met en relation. Donc, ce qui fait qu'on va aller plus en profondeur dans une connaissance, compétence, compréhension. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette relation entre un peu les programmes, en fait, comment les programmes sont faits et comment ils sont enseignés et la vitesse. C'est que si on a un peu avant, on va dire, avant, c'était je l'ai enseigné, donc ils l'ont appris. Alors qu'on sait très bien que si on l'a enseigné ou si on a lu ou pas d'ailleurs le manuel, on n'a pas forcément appris, on n'a pas forcément compris. Donc il y a plus de Oui, alors focalisation sur l'apprentissage que sur couvrir le programme en quelque sorte. oui, et non, mais aussi ce qui est bien, parce qu'il faut savoir que, de toute façon, bon, ça a été travaillé par aussi des enseignants, des chercheurs, comme par exemple Steve Masson, qui a vraiment mis le doigt sur l'idée qu'il faut réactiver sans cesse les connaissances, parce que de toute façon, l'oubli c'est naturel, hein, on oublie, hein, notre cerveau se débarrasse de ce qui lui semble inutile. Et si on ne réactive pas les connaissances et les savoirs que l'on a, ben, on les oublie naturellement. Et donc, justement, cette idée d'apprentissage spiralaire par cycle sur 3 ans permet justement une réactivation, alors pas non plus permanente, mais un rappel comme autant que, que cela est possible, mais un rappel de notions, de connaissances, de compétences qui fait que on peut aller vers vraiment une maîtrise et une mémorisation sur le long terme, chose qu'on n'a pas forcément si on ne voit qu'une seule fois une notion, la mémoire immédiate, ensuite, bon, ben, une fois qu'elle a été utilisée, ben, le cerveau l'oublie naturellement. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant ce système d'apprentissage par cycle. Bien sûr. Et donc aussi, bon, ce serait peut-être un autre sujet de discussion, mais c'est vrai la différence entre la mémoire et la rétention quelque part. Et aussi le fait Mm. qu'on soit voilà, on est au 21e siècle, on a tous les outils à notre disposition pour avoir ces connaissances factuelles, même s'il faut avoir l'esprit critique pour naviguer sur Internet, par exemple, mais c'est vrai que d'où l'importance, et je pense que ça pourrait connecter, se mettre en relation avec la première question quelque part dont on a discuté, c'est-à-dire faire quelque chose de plus authentique, ce serait que les séquences qui ont cette spirale puissent avoir des contextes vraiment authentiques pour qu'on puisse revoir ces notions dans qu'elles aient l'air vraiment non seulement de les revoir parce qu'on en a besoin pour aller en profondeur, mais aussi pour les mettre en relation avec la vie au-delà de l'école. Oui, la mise en pratique, Ouais. quoi, dans Ouais, c'est une idée. allier le concret Ouais, à la théorie, en fait. ouais, ouais. Oui, ça, c'est pas, on essaie de le mettre en place dans nos cours, en tout cas, tant bien que mal. C'est sûr que bon, de faire en sorte que les élèves ensuite. En fait, c'est donner du sens aux élèves, hein, et qu'ils sachent ben, pourquoi j'apprends en fait, à quoi ça va me servir et quelle utilité j'en ai. Ça, c'est aussi très important. Mm. Absolument. Et pour revenir donc à au rôle de l'erreur, puisqu'on a parlé plutôt de la vitesse, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ce sujet?
Ah ben l'erreur, ça aussi, c'est un souci, hein. C'est un souci. De toute façon, d'ailleurs, bon, moi je parle pour dans nos mœurs, hein. Quand on fait une erreur, de toute façon, moi la première, hein, je me trompe, je dis oh, mais qu'est-ce que je suis bête, mais n'importe quoi, je suis idiote. Enfin bon, je n'en ressors que des choses négatives en soi, alors que parce qu'en fait, l'erreur, ben, c'est l'échec, on a La fait une faute. faute. C'est ça que je n'utilise Oui, pas c'est ce ça. terme, parce que la faute, c'est Ah comme ouais, si c'est ça. je fais exprès de faire quelque chose Voilà. de mal. Ah ouais, c'est ça, c'est la faute. C'est la, la civilisation judéo-chrétienne qui revient dans les esprits. On a fauté. Non, voilà, oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, même comme je disais tout à l'heure, au début, l'adolescent aussi se reconnaît dans un groupe. Et finalement, faire une erreur, c'est quelque part, on est jugé. On est jugé par quelqu'un et donc ça nous met dans une situation ben, de peur, d'anxiété. Et on se dit, oh là là, on va me dire que c'est pas bien, j'ai fait une erreur. Alors bon, là aussi, on est dans un système où être évalué, c'est forcément c'est assimilé à une évaluation de sanction dans notre système scolaire, c'est une évidence. Alors, bon, dans les formations, encore une fois, on essaie de travailler tout ça sur faire bien la distinction entre ce qu'on appelle évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation sommative, chose qui n'est pas encore tout à fait encore ancrée vraiment dans l'esprit des enseignants. Euh, mais d'ailleurs, même pour mes élèves, hein, moi je vois quand je travaille sur une compétence, par exemple, ben, se repérer dans le temps sur une frise chronologique. Je leur fais faire un exercice, je l'évalue et tout de suite, c'est Madame, ça compte. Hmm. Je dis, mais non, mais ça compte pas. C'est un exercice, c'est pour voir. Mais alors pourquoi vous le corrigez? Pour justement vous montrer où est-ce que, Vous êtes, oui. voilà, où est-ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, et comment améliorer pour le prochain exercice. Hmm. Et en général, j'essaie, donc ça, c'est ce qu'on appelle les évaluations formatives. Mais ça, les élèves, ils l'ont pas intégré. Pour eux, c'est évalué, donc on évalue, donc forcément, on est jugé. Et cela doit apparaître dans le bulletin, Ouais. alors qu'ils ne vont pas le prendre comme une évaluation conseil. En fait, comme je leur dis, c'est une évaluation conseil. Et il faut le prendre comme un conseil, justement, pour s'améliorer. Et souvent, ils me disent, mais on Ouais. n'a pas de profs qui font comme ça. Donc, c'est vraiment ce rapport à l'erreur pour s'améliorer, pour prendre des conseils et pour réussir finalement, tant au niveau des enseignants que des élèves, je pense on a un Ouais. chemin à parcourir. Absolument. Et bien, c'est vrai que c'est ancré dans le système, hein. Est-ce que ça compte? Oui, on a aussi ça dans les écoles internationales, puisque plus on va dans les... voilà, quand on arrive au lycée, là, ça redevient quand même assez préparation aux examens, même si Mm. c'est un contexte différent, mais ça reste quand même très ouvert au départ dans les maternelles, et puis au fil du temps, encore une fois, c'est de plus en plus basé sur les examens, les notes, etc. Les notes, hein, c'est ça. Même à l'IUT, hein, je le vois hein, quand je demande aux étudiants, toujours en première année, au semestre 1, je leur demande de faire des exposés. Et j'ai systématiquement la question, est-ce que c'est noté? Alors, je leur dis non, c'est un entraînement parce que, bon, aussi en France, les élèves ne sont pas suffisamment et les étudiants ne sont pas suffisamment formés à l'oral, hein, à l'expression orale. Et comme je leur dis, c'est à la fois, ces exposés sont certes des découvertes sur des thématiques bien précises, mais c'est aussi un prétexte, quel que soit, pour s'entraîner, pour justement recevoir des conseils sur leurs prestations orales. Mais systématiquement, pour eux, il faut que ce soit un travail
un travail doit être évalué et noté. En tout cas, c'est vraiment les mentalités ici. Il faut un changement non seulement d'un prof, mais de tout le monde autour pour que ce soit quelque chose qui devient une pratique consistante, en fait, cohérente. Que les élèves n'aient plus qu'ils posent l'autre question presque. C'est vrai que nous, on parle beaucoup du feedback, oui, et de l'évolution formative. Et quand une évaluation ou un feedback est de bonne qualité, il est reçu, il est compris et on peut agir. Voilà, c'est John Hattie, ou bien il y a différents types de feedback qu'on peut donner. S'il est évalué, si c'est une sorte d'évaluation, si le professeur évalue l'élève, ça a très peu d'impact. Alors que si c'est l'élève qui s'évalue lui-même, il y a beaucoup plus de chances de continuer d'apprendre son apprentissage. Donc, on essaye de faire plus, de poser plus de questions et comment dire, de collecter les données que l'on voit et de les montrer aux élèves pour qu'ils puissent eux-mêmes faire cette réflexion et se faire un jugement pour eux-mêmes. Faut que ce jugement devienne leur jugement, en fait. C'est normal d'avoir une évaluation, mais si elle vient de soi-même, ça a beaucoup plus de poids, en quelque sorte. Alors, ça me rappelle un enseignant qui a fait un test qui était très intéressant, une expérience très intéressante. C'est faire une évaluation aux élèves et ensuite leur dire, ben, je ne la relève pas, vous prenez vos cahiers et vous-même, vous vous corrigez. Et finalement, les élèves se mettaient des notes horribles. Ils étaient plus critiques envers eux-mêmes que ne l'aurait pu être l'enseignant. Et de là, ben, forcément, et donc la semaine suivante ou quelques jours suivants, l'enseignant leur a dit, ben, maintenant, leur a redonné la même évaluation. Il a dit, maintenant, vous la faites. Et voilà, les élèves ont quasiment tous réussi la deuxième fois, puisque eux-mêmes s'étaient fait leur propre critique à la première occasion. Donc ça, c'est une expérience qui est intéressante, hein, en tout cas, à mener dans ces classes. Et encore une fois, ça participe à la valorisation hein, de l'élève et à son auto-jugement sur ses propres productions. Absolument, c'est une pratique très courante dans les écoles internationales qui sont vraiment focalisées sur l'apprentissage et pas sur la compétition. Et notamment dans les classes élémentaires, c'est vrai que c'est très, très ancré dans les pratiques, un peu moins dans le secondaire, mais de plus en plus. Et c'est vrai qu'on voit la différence tout de suite et que ça peut se faire graduellement. Et c'est un peu comme ça qu'on change la façon de penser des élèves sur ce langage de ce discours de est-ce que c'est noté, est-ce que ça compte c'est à moi d'être responsable de mon propre apprentissage. Et j'aide les autres et mes erreurs m'apprennent ou apprennent. Je sais expliquer pourquoi je me suis trompée ici à un autre élève. Ça crée ce climat en fait, qui est sain et collaboratif. Donc voilà, un climat en fait C'est ce de que flexibilité. Oui, mais en fait, je pourrais en citer des tonnes de méthodes, de façons de faire. Une année, j'avais une classe de sixième et tous hyper actifs. Ils étaient fous, ils étaient tous en ébullition. Et donc, j'avais fait le système. À chaque évaluation, il y avait ils étaient évalués. Soit ils étaient experts, soit ils étaient non experts. Et donc, à chaque fois, ben, les experts devaient expliquer aux non experts. Et finalement, les élèves se retrouvaient à la fois pour certaines compétences experts, mais pour d'autres non experts. Et donc, ils étaient chacun valorisés quelque part parce que ils avaient, en effet, chacun avait des points forts, mais aussi des points faibles. Donc finalement, tout le monde s'est retrouvé. Et donc, c'est aussi une façon intéressante de faire participer les élèves à leur propre évaluation, hein, finalement. Oui, et puis là, vraiment, tu soulèves un sujet très important de ce qu'on appelle la différenciation. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça en français, mais Oui. oui.
C'est-à-dire Oui. que souvent, de façon basique, on a la méthode les forts et les faibles. Les forts aident les faibles. Mais en fait, toi, tu parles, c'est pas en fonction des personnes, ce qui est vraiment important, mais en fonction des compétences. Donc, on voit tout de suite que pour moi, cette compétence, c'est plus difficile pour l'instant, mais je peux y arriver. Alors que pour une autre personne, ça ne l'est pas. Donc, on s'entraide, ce qu'on veut voir aussi sur le marché du travail plus tard, hein. On veut tous avancer ensemble au lieu de stagner et de garder ces choses pour soi-même. Et donc, j'aime beaucoup le fait de se remémorer, de se rappeler l'importance non de l'élève qui peut avoir telle ou telle différence d'apprentissage, mais plutôt de la compétence, pour vraiment qu'on y arrive tous. Mais là, la réforme du collège a introduit la compétence et donc ça a été aussi, je pense, une bonne chose dans notre façon d'appréhender l'enseignement. Bon, Et même donc, s'il y a encore du travail à faire. ouais, et toujours, puisqu'on est toujours en train de grandir et de s'enrichir et de développer.